Le géant rocher noir, partie 1. Un immense rocher noir, sombre et massif, avait asséché le flot de notre ruisseau. Dans nos prés, épines et craquelures avaient remplacé la verdure des plateaux. Dans les gardes-manger, poussière et toiles d'araignée avaient remplacé la farine et le blé. Les fermiers affamés, assoiffés et épuisés, sur leur visage le sourire fané. Au-delà du rocher, d'un noir ténébreux, l'eau s'accumulait et s'enfonçait sous terre. Les enfants affamés ne connaissaient d'autre jeu que celui de pilonner les oiseaux avec des pierres. Un jour au soleil couchant, Farhod le fermier, pioche en main, s'avança vers le rocher. La légende disait que le rocher était maléfique, qu'il pouvait envoûter celui qui oserait le toucher. Il se demanda quel sort serait pire qu'une vie sans eau, nourriture et patrie. De sa pioche aiguisée, il ajusta le tir vers le rocher noir qui n'a pas frémi. Farhod, sans eau ni pitance, sans aide de fermier en présence, sa pioche résonnait nuit et jour contre le rocher. Jusqu'à son dernier souffle, son destin était scellé. Il mourut de faim, non pas de magie noire. Les fermiers comprirent que mensongère était la légende. Ils l'enterrèrent, l'encensèrent et lui rendirent hommage. Fallait maintenant affronter le rocher, en bande. Fort et fier, le rocher noir trônait bloquant la rivière. Les fermiers affamés, poussiéreux, rentrèrent. Une question les hantait tous. Ce rocher se brisera-t-il un jour? Récolter leurs champs, veut trop ambitieux rêver en retour? Les pertes étaient immenses, innombrables pour ces paysans. Il n'y avait plus d'eau, il ne restait que les morts, le sang. Ils déposèrent leurs pioches, ils perdirent tout espoir, après avoir fait de leurs efforts. Le bilan. Les villageois endeuillés, erraient vêtus de noir, fatigués, désespérés, dos courbés, tête baissée. Épaules, dos, poignets, mains, tous leurs membres figés, le cœur aussi lourd que le rocher, délaissé. Ils mouraient de désespoir, de faim, de soif. Les feuilles mortes jaunissaient, valsaient et tombaient. Les abîmes en contrebas, tels des serpents affamés, entraînant chaque passant au fin fond du fossé. Lotfali rêva de Farhod une nuit. Tout de blanc vêtu, Farhod lui dit: « Il te semble inébranlable, indestructible ce rocher, mais ses entrailles sont moisies, corrompues et délabrées. Chaque coup que tu donnes à la surface du rocher, il faiblit, il frissonne, de l'intérieur en secret. Il semble fort, immuable à l'extérieur, mais chaque impact fragilisera son cœur. » Au lever du soleil, Lotfali plein d'élan fouilla partout en quête d'un trésor pour son plan. Pioche cachée, poussiéreuse, il retrouva enfin. « J'irai briser le rocher noir, dit-il, bien certain. » Il leva sa pioche, visant le géant avec force. Le rocher noir lut sa détermination intense. La peur terrasse les plus féroces, les plus robustes. Le colosse frémit, tout en gardant le silence. Jusqu'au village résonna son secret, l'âmes affûtées, déterminées et diligents. Dans le sillage de Lotfi, une foule dense se formait. C'étaient des gens simples, et pourtant si intelligents. Le géant rocher noir, partie 2. Année après année, dans ce village reculé, le rocher noir trônait sous le ciel étoilé. Son immensité hantait l'esprit des fermiers, déprimés, désespérés de lutter, tiraillés. Une partie exilée, fuyant le rocher maudit, une autre résignée, décidée à se battre pour la vie. Pioche en main, déterminés, ils étaient tous ici, dans ce village, leur courage brillait à l'infini. Armés d'un seau, une fois le soleil couché, cherchaient de l'eau au-delà du rocher, ils partaient. Mais un rituel s'était instauré au fil des années. 40 coups sur le rocher fallait donner pour passer. Lotfi et ses compères avaient délaissé leur terre au profit de la grande cause, voir le rocher à terre. D'un œil aiguisé, ils guettaient, chevronnés. Pas de privilège, pas de passe-droit, ils y veillaient de près. Bina, vêtue de haillons, maigre, mine fatiguée, réunissait ses ultimes forces, épuisée, vidée. Jarre à la main, fébrile, mais si déterminée, elle se fraya un chemin jusqu'au gros rocher. Lotfali, j'ai la gorge desséchée, laisse-moi passer. Qui ne frappe pas le rocher se range de son côté. Ne vois-tu pas mon état? Il me faut de l'eau, laisse-moi y aller. Qui ne frappe pas assez fort et de son côté
Je donnerai plus de coups demain. Laisse-moi passer. Qui refuse de le cogner, il faut s'en méfier. Je n'ai pas la force de cogner. Laisse-moi avancer. Qui ne tente pas de le briser, notre ennemi assuré. De nos malheurs, du sang versé, ce rocher en est la cause. Notre rivière asséchée, à tout cela tu t'opposes. Les vies perdues, nos martyrs, ne les as-tu pas vus? Plus de place pour la gaieté, assez de temps perdu. La fillette ne put exécuter le rituel. En rebroussant chemin, elle regarda le ciel. Il fut un temps où un rocher barrait la rivière. Aujourd'hui des pierres en masse, dans nos cœurs amers. Dès son arrivée, elle tomba et s'évanouit. Dans le noir, elle crut que c'était la fin, elle sourit. Dans ses rêves, elle voyageait sans frontières, mais l'instant précieux, vie court, si éphémère. Asséchée et encore plus assoiffée, désemparée et écœurée, les traits tirés. Elle roula le tapis et jeta toutes ses affaires. Le sol était à nu, les murs, blanc mortuaire. Elle commença à creuser de ses mains le sol, acharnée vers les profondeurs, sans boussole, pénétrant le noir, l'obscurité, les abîmes, loin des fermiers, des seigneurs et de leur régime. Elle qui avait si peur de l'obscurité et de la solitude, ne craignait plus les profondeurs et leur quiétude, creusant encore et encore, sans relâche, telle une graine et ses racines qui pourchassent. Pour seule lumière, elle avait la lueur d'une bougie, aucun autre bruit que celui de son souffle affaibli. Elle creusait sans cesse et noircissait ses mains. Son chemin était le fossé était le chemin. Elle sentit l'humidité dans l'étreinte de la terre, choquée par la sensation peu familière. L'eau jaillit des profondeurs inconnues. Elle emporta Bina dans sa course continue. Dans sa chambre fut projetée la fillette agrippée. L'eau s'échappa à l'extérieur par la cheminée. Les témoins ébahis accoururent sans tarder. Un spectacle incroyable fut contemplé. Autour du puits, tous réunis, un regain d'espoir à nouveau les envahit. Ils creuseront des puits, sans compter le temps. C'étaient des gens simples et pourtant si intelligents. بینا بر آب تازی تا اتاق آب از دودکش پاشید آسمون رعیت ها دیدن دویدن تا خونش ابرسنگ سیاه Le géant rocher noir, قسمت partie 3. سوم. Loin de la foule, agitée et déchaînée, Bina porta la bougie, tout près du rocher. D'une main douce, elle la disposa avec soin, la flamme chatouillait, le caillou dans les recoins. Les paupières du géant s'ouvrant tout doucement, une voix troublée sonna. Bina, mon enfant, te porter un message du roi des sommets, j'ai la charge. Depuis son royaume où règne l'amour et le partage. Au sommet des montagnes se trouve son royaume, un havre de paix où résident nobles et gentilshommes, point de paysans malveillants ou mauvais, un foyer bercé par la justice et l'équité. La bougie avisée et sa flamme vacillante faisaient frissonner le rocher et en devenait irritante. Caressant sa surface, fascinée par son éclat, la fillette y vit son reflet de manière immédiate. Bina, fixant ce miroir attentivement, vit un enfant jeter une pierre vers un serpent. La rivière bloquée par le rocher, les champs desséchés du fermier d'à côté. En poignard acéré, le rocher transformé, tour à tour enseignant et tirant chevronné. Son éclat aveuglant captivait les créatures, mères et enfants pris au piège, sans armure. Dans la pierre, elle vit le vol, l'hypocrisie et la tromperie. Elle vit dans son reflet la violence et la furie. Elle y montra la luxure, la peur et le mensonge. Ce mensonge, semence du démon, qui ronge. La colère reflétée n'était pas individuelle. Injustice, avidité, méchanceté, tous les cruels. Elle vit l'histoire s'étaler sur la surface de la roche, et finalement, elle vit en elle-même les mêmes reproches. Soudain, une fissure apparut sur le rocher, comme un serpent rampant à travers l'obscurité. Autour de la flamme, la fissure, silencieuse, aussi marquée qu'une griffure de bête dangereuse. Au final, par l'une des fissures, le rocher se brisa, le voile était levé, le masque tomba. Un gémissement assourdissant partout se propagea, le son tel un clocher résonna. La lame de Farhad et la sueur des paysans avaient abîmé les entrailles du rocher gisant. Un tremblement de terre avait alors commencé. La flamme avait déraciné ce géant enlisé. Un par un, les morceaux de pierre éclatés s'éparpillaient. Au-delà des 7 cieux, le cri du rocher fut porté. Mais une fois le géant rocher noir réduit en galet, un autre rocher prit sa place, sans délai.
Mina leva les yeux et s'aperçut qu'un autre rocher coloré avait remplacé le géant noir foncé. Derrière lui, des centaines d'autres rochers attendaient El Samsara, rappelant le poids du passé. D'une voix venue du fin fond des siècles et des époques, les pierres chantaient fort d'un son rock. Une pierre s'envole en éclats, une autre la remplace. Les sommets des montagnes demeurent immuables avec grâce. Le roi des montagnes est seul maître des flots, et non pas les paysans ignorants, avides et sots. Brise une pierre, une autre te brisera. Non, les montagnes, aucune rébellion ne résistera. Les larmes de Bina coulant sans répit, elle recommença à creuser la terre, le cœur meurtri. Alors qu'elle rallumait une bougie sous le rocher, elle entendit la voix d'un groupe d'hommes approcher. Derrière Bina, les paysans se tenaient prêts, lanternes et chandelles en main, d'un air décidé. Le secret de la pierre leur avait murmuré le vent. C'étaient des gens simples et pourtant si intelligents.